Bonsoir. On est passé en 2019, vive les impôts 2018, qu'il va falloir bientôt préparer. Ne tombez pas dans les embrouilles très désagréables suivies par l'une des téléspectatrices d'À bon entendeur. Le commerce électronique se développe et c'est vraiment problématique selon notre blogueuse Laila Roli. Réponse d'un défenseur du e-commerce. Depuis la nuit des temps, on colore, décolore ses cheveux, la mode change. Elle est arc-en-ciel actuellement, très bien. Reste à savoir quel traitement ou mauvais traitement ces colorations réservent aujourd'hui à vos cheveux ou à votre peau. Décryptage des produits, nocivité, allergie. La solution végétale est-elle sans risque? On verra tout cela ensemble. Ce n'est de loin plus réservé qu'aux femmes, se colorer ou décolorer les cheveux. Les hommes le font de plus en plus. Et si on est un peu attentif dans la rue, au mode capillaire, on voit de l'arc-en-ciel chez les jeunes femmes. Des couleurs qui demandent l'application de colorants synthétiques qu'on peut acheter dans le commerce sans problème ou s'offrir une séance dans un salon de coiffure. Ce qui nous intéresse ce soir, en dehors du look, c'est ce que l'on fait avaler, entre guillemets, à ses cheveux. Et c'est souvent tout sauf anodin. Là, t'es bien installée? Oui. Très bien. Alors, jeune fille, quels sont les désirs? Ben écoute, on va refaire le gris. Et puis surtout les racines, quoi. D'accord. D'habitude, on aime cacher ses cheveux blancs. Maïté, elle, passe entre les mains de sa coiffeuse tous les mois et demi pour masquer des racines châtain clair. À 23 ans, elle a opté pour un gris métallisé, une couleur très tendance dans cette nouvelle gamme de nuances qui va du rose bonbon au bleu pétrole. Mais avant de colorer, il faut décolorer. Exactement, il faut avoir une page blanche. Pour toutes ces couleurs un peu particulières, il faut toujours avoir une page parfaitement blanche pour débuter. Donc là, il y a quoi là-dedans? Du peroxyde et d'autres choses. Il n'y a rien de très naturel. Pour la décoloration, il n'y a pas de magie, malheureusement. Et pourtant, lorsque l'on visionne les milliers de tutos sur YouTube, on a quelque peu l'impression de plonger dans un monde merveilleux, peuplé de licornes, de sirènes et de fées. Une envie de surnaturel qui n'a pas échappé à ce chasseur de tendances parisien. Son métier consiste à fouiner, humer l'air du temps et débusquer les modes de demain, voire d'après-demain. Voilà. Il y a une grosse tendance, toutes ces irisations, queue de licorne, arc-en-ciel, les technoïdes. Il y a une nouvelle génération, une génération digitale, dont son imaginaire est nourri par les écrans et les jeux de lumière sont aussi souvent portés par des visuels avec des images rétroéclairées. C'est pour ça que les couleurs qui sont employées dans la nouvelle génération, ils sont beaucoup plus artificiels, ils sont synthétiques. Donc il y avait la génération des pigments, peut-être l'ancien monde, entre guillemets, et il y a maintenant la génération du nouveau monde, ces générations pixels. C'est des cheveux qui n'existent pas dans la nature. Flore, on est parti pour combien de temps là? Facilement 4 heures de travail. Parce qu'au meilleur des cas, on aura 3 actions à faire, 3 actions chimiques. Au meilleur des cas, parce que c'est toujours aléatoire. Il n'y a jamais du 100% sûr. C'est pas une simple application de couleur. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Même si les youtubeuses montrent sur leur blog quelque chose de fait très rapidement, façon maison, c'est pas du tout le cas. Voilà. Décolorer à blanc, neutraliser les tons dorés et recolorer avec des couleurs surnaturelles, un travail technique dans lequel cette coiffeuse s'est spécialisée. Plus c'est difficile, plus c'est appréciable pour nous de se dire qu'on a réussi. C'est de la créativité. La colorimétrie, je crois que c'est un petit peu la palette de l'artiste. Là, vous êtes dans l'atelier. Voilà, tout simplement. Ce qui est très sympa avec cette couleur, malgré le temps que ça prend et puis l'entretien que ça demande, c'est que c'est une couleur assez versatile et
On peut changer, elle change tout le temps en fait, à chaque fois qu'on fait un shampoing ou qu'on remet un petit soin pigmentant ou quoi que ce soit, ça change, des fois c'est un peu violet, des fois c'est plus gris, des fois c'est plus bleu. Et du coup je m'en ennuie pas et c'est vraiment sympa. Des fois j'ai l'impression d'être une elfe, comme les enfants ils me regardent, d'être un personnage magique, c'est assez génial. C'est un imaginaire très 10e degré, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de naïveté, de romantisme, de poésie, un peu le monde de l'enfance, la robe de la Reine des Neiges, les licornes, les petits poneys, tout ce genre de choses, mélangé avec quelque chose de très graphique, un peu offensif, un peu rebelle, transgressif, qui a beaucoup à voir avec le punk, mais de punk qui ne veut pas tout casser, qui veut reconstruire des codes en mélangeant les extrêmes pour arriver à quelque chose d'un peu mutant. Donc, comme tu as choisi, on reste sur le Dark Shadow aux racines. Et avec une petite touche, je t'en prie, tu peux t'appuyer, une petite touche de violine dedans. Et puis pour les longueurs, on reste dans un léger lilas clair, argenté lilas. Oui. Depuis ses 15 ans, Maïté a fait subir à peu près tout à ses cheveux. J'ai fait plein de couleurs, j'avais du noir, j'avais du bleu et du noir, j'ai fait du violet et j'ai fait beaucoup de rouge que je trouvais très sympa, qui allait très bien avec mon teint extrêmement pâle. Mais depuis 6 mois, elle reste fidèle à son gris. Moi j'aime bien parce que c'est un petit côté assez classe en fait. Ça peut être passe-partout, ça peut être justement un peu plus élégant, mais en même temps, je trouve que c'est quand même très original. Et puis, il y a ce petit côté alternatif quand même, que j'apprécie. Et un peu rock'n'roll, du coup. Et voilà le résultat après une après-midi de patience pour 100 francs de l'heure, soit 400 francs. Une coloration qui a nécessité entre autres du peroxyde, on l'a entendu, appelé aussi eau oxygénée, qui va pénétrer au cœur du cheveu, le décolorer en altérant la mélanine naturelle. Ces transformations capillaires datent de la nuit des temps avec des recettes qui pouvaient être assez peu ragoûtantes. De l'Égypte ancienne au XXe siècle, l'histoire de la coloration vous est contée grâce au talent du dessinateur Jean-Philippe Kalonji. À la Renaissance, les Vénitiennes sont de vrais fashionistas. Elles décolorent leur chevelure avec une décoction à base d'urine, de safran et de citron, puis laissent sécher le tout des heures durant au soleil pour favoriser la réaction chimique. La mode du blond vénitien est née. Une séquence à découvrir en bonus sur notre site abe.ch. Il y a plusieurs manières de modifier la couleur d'un cheveu. Ce tube très fin a une structure complexe en couches superposées que les produits vont attaquer ou pas. Explication. Pour changer de tête, il faut accepter de la placer entre des mains plus ou moins expertes. Nous sommes à l'Académie de coiffure de Lausanne. Madame Aguerre supervise le cours de coloration des apprentis de 2e et 3e année. Donc ici, on a une couleur temporaire, une couleur qui se délave avec 3-4 shampoings. Ça reste vraiment dans les toutes premières couches du cheveu. Chez Madame, on fait une couleur semi-permanente, une couleur qui va déjà un peu plus profond dans les premières couches du cheveu, voire jusqu'au cortex si le cheveu il est poreux, mais il se délave après 10 à 12 shampoings, gentiment, et ça ne laisse pas de repousse. Là, quand on fait un travail un peu plus technique avec de coloration, on travaille avec une couleur permanente qui va donc jusqu'au centre du cheveu, et les pigments, ils restent dans le cheveu, donc elles ne se délavent pas. C'est une couleur permanente. Le cheveu est une fibre poreuse composée à 95% de kératine. Les 5% de mélanine emprisonnée à l'intérieur de ses écailles lui donnent sa couleur naturelle. Mais avec la chimie, on peut tout changer. Il y a 2 grandes familles de coloration. Tout d'abord, la coloration temporaire. Ici, on vient déposer la couleur autour du cheveu. C'est un procédé léger qui ne touche pas à la structure du cheveu et respecte le pH naturel de la peau. Rien à voir avec la seconde méthode des colorations par oxydation. Chez Suzanne, on va reprendre la coloration. Elle trouve que c'est trop terne. Dès que vous avez fini d'appliquer le foncé, on va appliquer sur les longueurs du rouge.
D'accord. Ça joue pour vous aussi? Vous les avez lavés quand, vos cheveux? Ça fait 2 jours. 2 jours, d'accord. Parce que ça, c'est important toujours aussi pour que le cuir chevelu ne soit pas trop sensibilisé, que la cliente n'a pas lavé les cheveux 48 heures avant qu'on fait la couleur. Car pour les colorations par oxydation, le procédé est beaucoup plus agressif. Pour la semi-permanente, en modifiant légèrement le pH, on joue de la porosité du cheveu pour venir ajouter de la couleur dans les premières couches, avec une base colorante et un oxydant. Pour la coloration permanente, on entre jusqu'au cœur du cheveu. L'ammoniac permet d'ouvrir les écailles, les pigments naturels sont éclaircis puis remplacés par la couleur chimique. On doit ouvrir le cheveu si on veut aller dedans. Il n'y a pas de miracle, c'est clair. Alors aujourd'hui, on a quand même des produits qui sont beaucoup plus doux qu'avant. C'est l'ammoniac dans la couleur, ou dans les couleurs qui sont sans ammoniac, c'est l'éthanolamine, qui est une base un peu plus faible que l'ammoniac, qui va l'ouvrir le cheveu et qui va permettre au pigment d'aller vraiment au fond. En 30 à 40 minutes, les colorations chimiques permettent de faire à peu près tout. Éclaircir les cheveux, changer leur couleur ou couvrir à 100% les cheveux blancs. Elles font donc partie du cursus de base de tout apprenti coiffeur. En revanche, la coloration végétale n'est pas du tout abordée. Non, pas du tout. On n'enseigne simplement pas pour la simple et bonne raison, c'est que les temps de pose sont extrêmement longs pour qu'on ait une bonne couverture du cheveu et nous, on ne l'utilise pas du tout. Valérie non plus n'avait jamais entendu parler de coloration végétale durant son apprentissage. Elle a ensuite pratiqué son métier de manière classique pendant 19 ans, avant de se former il y a 3 ans à cette méthode alternative. Alors, j'ai préparé la prépigmentation. J'arrive tout de suite. Là, c'est du henné. C'est la première couche qu'on va appliquer pour pouvoir obtenir le brun et on mélange avec de l'eau chaude. Donc c'est des plantes et de l'eau. Voilà, c'est ça, que des plantes et de l'eau. Il n'y a rien d'autre dedans. Il n'y a pas d'oxydant comme dans la coloration chimique, c'est que de l'eau. On obtient une pâte épaisse que l'on va déposer comme un cataplasme sur les racines blanches de la cliente. Chez Anna, elle a quand même, je dirais à peu près 70% de cheveux blancs. Donc là, j'applique donc la première couche, la prépigmentation. Ça va se fixer donc autour du cheveu et puis ce sera orange. Voilà, donc c'est le fond de couleur pour la prépigmentation. La coloration végétale fonctionne comme une aquarelle qui se superpose à la couleur de base du cheveu. La première couche de henné vient se fixer en surface. Un cheveu châtain prendra des reflets chauds. S'il est blanc, il ressortira effectivement orange. La seconde application de plante permet de donner la couleur finale. Par exemple, le bleu de l'indigo se mélange au orange du henné pour donner une couleur marron à noir. Donc c'est plus long quand même qu'une coloration chimique. Tout à fait, oui, oui. Alors le temps de pose est plus long déjà parce qu'il y a une double application. Et puis cette deuxième application pose chez Madame 1h10. Donc une coloration classique, c'est 35 minutes environ de pause. Et là, on est à plus du double. Pendant 20 ans, j'étais à la coloration chimique. Et à un moment donné, j'avais envie de prendre soin de mes cheveux différemment, vraiment plus naturellement. Je voulais arrêter la chimie. Il m'arrivait parfois d'avoir les réactions au niveau du cuir chevelu. J'avais des rougeurs. Et ce qui n'est plus le cas du tout maintenant. Je vois que mon cheveu a changé. Il a gagné en brillance, il est plus robuste. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est que du positif.
Il y a tout de même des choses que l'on ne peut pas faire en coloration végétale. On ne peut pas éclaircir un cheveu et on doit donc faire avec la couleur de base. On n'a pas de nuancier, donc c'est pour ça que j'ai cet outil de travail, parce que la coloration est vraiment unique et propre à chaque personne. Sur cette cliente qui est venue donc avec un balayage des mèches sur les longueurs très claires, on a joué des cheveux blancs parce qu'elle a beaucoup de cheveux blancs pour les teindre en blond. Et du coup, ça s'est fondu avec le reste et on a pu obtenir un blond sur l'uniformité, la globalité de la chevelure. Et puis, on peut aussi avoir des reflets très intenses, comme celui-ci. C'est du henné pur, du henné, et on a laissé poser entre 1h30 et 2 heures de temps. Et on peut avoir des reflets très intenses, très vifs, très lumineux. La coloration végétale demande du temps. Elle sera donc souvent un peu plus chère qu'une coloration chimique. Pour Anna, la facture a été de 150 francs. Cette coloration végétale est un peu comme une recette personnalisée ultra précise. Se l'appliquer soi-même, c'est pas impossible, mais le choix des mélanges tout prêts est pour l'instant très limité en magasin. On peut en trouver sur Internet. Les risques d'allergie au henné, à l'indigo, ça existe, même si ces couleurs naturelles sont moins agressives. On va en reparler tout à l'heure. Les allergies, justement. En novembre dernier, une jeune femme, Estelle, a souhaité faire parler d'elle. Elle s'en serait bien passée. Un cas d'allergie exceptionnel, mais ça peut se produire. Alors, on avait mis sur les yeux pour prendre les mesures de la même façon. Donc là, tu es à 56 et tu étais à 63. Ouais. Tu veux voir ce que ça fait? 63 cm. Tu avais tout ça en plus. J'ai eu envie de faire une petite couleur et le vendredi, je vais acheter ma coloration en supermarché et puis je l'applique. Au préalable, je fais un petit test allergique qui est recommandé avant toute coloration, mais j'attends qu'une demi-heure au lieu de 2 jours. Pas parce que j'étais pressée de faire ma coloration, comme souvent. Et donc j'applique ma coloration, tout se passe bien, je suis brune comme je veux. Sauf que dès le lendemain, sa tête commence à gonfler jusqu'à la déformer totalement. Au bout de 48 heures, je me retrouve avec l'œdème complètement dans les tempes et le front, surtout à ces endroits-là, avec le bas du visage qui n'est pas du tout touché, on voit une très nette démarcation. Pendant le trajet en voiture, je commençais à avoir du mal à déglutir, avoir les oreilles qui se gonflaient, j'avais mon cœur qui battait très très vite. Et donc, on m'a pris en charge rapidement. Les médecins, ils savaient totalement de quoi il s'agissait. Ce à quoi j'étais allergique, c'était un cas qu'ils avaient vu mais plein de fois en fait, dans leur carrière, qu'ils voient souvent, voire pire. Estelle fait une allergie à la paraphénylenediamine, une substance colorante très présente dans les colorations brunes. Les allergies à la paraphénylenediamine, c'est quand elles sont immédiates, comme le cas de cette personne, c'est assez rare. Nous, on en a vu peut-être 2-3 cas sur une dizaine d'années, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est les allergies de contact, ce qu'on appelle les eczémas de contact, où on voit apparaître peut-être 2-3 jours après la coloration, des démangeaisons, des plaques rouges qui démangent, qui font des croûtes. On en voit plusieurs fois par année, régulièrement. Mais ce qu'on voit encore plus souvent, en fait, c'est chez les allergies chez les professionnels qui développent des eczémas, cette fois sur des mains. Les maladies de la peau, c'est d'ailleurs la première raison pourquoi beaucoup de coiffeuses ont changé de métier. C'est pas le dos, c'est vraiment les maladies de la peau. Donc nous, on essaye de sensibiliser aussi aujourd'hui les jeunes de aussi mettre des gants pour les shampoings. Donc avec les couleurs en plus, bien sûr, il faut faire attention à ça, mais on peut se protéger. Selon la SUVA, toutes les 2 semaines, un coiffeur doit abandonner son métier pour cause de dermatose, car quand on est allergique à une de ces substances, on est allergique à vie. Il y a un grand groupe de colorants capillaires qui peuvent faire des réactions, mais les fers de lance, c'est vraiment la paraphénylenediamine, qu'on appelle PPD, et la paratoluène-diamine, qui sont des substances très proches chimiquement et qui ont une tendance à faire une allergie un peu croisée entre elles.
On imagine aujourd'hui qu'encore 80% de toutes les colorations capillaires contiennent une des deux substances en question. Il y a écrit sur le paquet qu'on peut avoir ce genre de problème? Oui, tout est noté. Moi, je ne peux pas lire ça, mais effectivement, il est écrit qu'il faut faire un test, il est écrit c'est très dangereux si on a déjà utilisé du henné. Enfin, tout est notifié. Moi, je vous le répète, j'arrive pas à lire. Et puis, à l'intérieur de la boîte, quand vous l'ouvrez, et c'est ce que je reproche le plus aux fabricants, c'est que là, il est spécifié plus clairement qu'ignorer une allergie peut mettre votre vie en danger. Mais donc, vous ne voyez pas ça au moment de l'acte d'achat. Ce qui veut dire que des jeunes filles, et des moins jeunes d'ailleurs, n'ont pas du tout cette alerte au moment de l'achat et que c'est vendu en libre-service, quoi. Donc, ça, c'est là où j'avais appliqué le produit. Car le test, Estelle l'a fait. Un mois après, il est encore visible. Seul problème, sa peau n'a réagi que 48 heures après. C'était pourpre, avec la veine qui était presque noire qui passe dans le bras. Donc voilà, je sais que c'est de ma faute. Je sais que moi, je n'ai pas fait le test. Enfin, je ne l'ai pas fait comme il faut. Et je dis pas être une victime de ce truc-là. C'est de ma faute, vraiment. Moi, mon message, mon plus gros message, en fait, c'est de dire aux gens, faites le test, ça peut vraiment vous sauver la vie. Parce que ma vie, elle a été mise en danger, en fait, avec cette réaction allergique. Vous avez rencontré Estelle, Marion Falliou, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Régis Mégy. Alors on se demande évidemment quel traitement elle a dû suivre, cette pauvre Estelle, pour dégonfler, se débarrasser de cette allergie qui est quand même assez monstrueuse, il faut le dire. Oui, effectivement. En plus, elle, c'est vraiment un cas exceptionnel. On sait qu'il y a 4 à 6% de la population européenne qui est sensibilisée à cette PPD, cette fameuse PPD. Et alors, elle, pour se débarrasser de sa tête d'ampoule, comme elle dit elle-même, elle a eu besoin d'avoir une dose d'antihistaminique et une dose de corticoïdes. Et puis, elle était en train de faire, en fait, ce qu'on appelle un œdème de Quick, c'est-à-dire qu'elle avait une détresse respiratoire. Et là, il a fallu faire une dose d'adrénaline. C'est vraiment un cas très lourd. Ouh là là. Alors, ce paraphénylaldialine, PPD pour les intimes, comme on dit, on en trouve, il faut le dire, c'est important, aussi dans le henné noir. Oui, alors ça, c'est très important d'ailleurs de le préciser, parce que quand on dit henné, on pense qu'on va avoir ces tatouages temporaires qu'on fait sur les mains, et puis c'est joli, c'est souvent sur les plages du Maghreb, les femmes en font. Sauf que là, maintenant, avec la mode, on rajoute du noir, de la PPD, pour faire justement ce tatouage noir. Et en fait, la PPD, la paraphénylaldiamine, c'est un allergène de contact. Donc normalement, c'est totalement interdit de le laisser sur la peau parce que c'est là où ça réagit énormément. Par exemple, c'est toléré pour les colorations capillaires, ce qui est notre sujet actuellement, parce que c'est sur les cheveux et parce que c'est rincé. Donc il faut faire très attention à ces tatouages temporaires au henné. Ouais, on ne le rappellera jamais assez. Et si on revient maintenant à ces colorations pour les cheveux, elles peuvent contenir non seulement du PPD, mais aussi d'autres ingrédients dont il vaut mieux connaître les effets, pas seulement sur les cheveux, mais sur le corps tout entier. Nous avons demandé à Laurence Wittner de l'Observatoire des cosmétiques de se pencher sur les étiquettes d'une vingtaine de colorations capillaires disponibles sur le marché. Entrer dans le monde des colorations chimiques, c'est plonger dans une mer d'ingrédients au nom barbare. Par exemple, 3 produits contiennent notre fameuse paraphénylaldiamine sous différentes formes. Il y a certaines substances en cosmétique, quand elles sont évaluées par les experts scientifiques, dont on connaît le potentiel soit toxique, soit allergisant, mais qui sont quand même autorisées parce que l'industrie a pu prouver qu'à une certaine dose, le risque était tolérable et qu'en plus, il n'y avait pas d'alternative aussi efficace disponible. Et en plus, elle se dit sans ammoniac, sans silicone, sans parabènes. Il faut toujours se demander, quand on voit des mentions sans, par quoi les substances sont remplacées. Car quand un ingrédient est bien connu du public pour son potentiel indésirable, les fabricants ont tendance à vouloir le remplacer par d'autres moins connus. Mais de fait, qui ne sont pas forcément meilleurs, quoi. Par exemple, on peut citer le résorcinol. Il est dans un de vos produits ici, il est dans beaucoup d'autres aussi, hein. Il n'y a pas de PPD dans ce produit, mais le résorcinol est aussi une substance, donc un colorant d'oxydation, qui est classé dans les perturbateurs endocriniens. Donc est-ce que c'est vraiment meilleur pour la santé? J'en suis pas sûre. Autre élément auquel il faut prêter attention, un packaging vert ne veut évidemment pas dire coloration végétale. Parce qu'évidemment, dans le cadre des colorations, le naturel rassure. Parce qu'on se dit, il n'y a pas de chimie, il y a de l'avocat qui va me faire ma couleur, donc ça, c'est pas dangereux pour moi.
Ça, c'est vraiment du marketing. Ça veut dire on met en avant un aspect du produit et on ne dit pas forcément exactement tout ce qu'il y a dedans. Pour être sûr que la coloration est végétale, on ne peut se fier qu'au label ou à la liste d'ingrédients qui ne devraient logiquement contenir que des plantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Il y a une chose dont les colorations capillaires naturelles ne préservent pas, c'est le côté allergisant de certaines substances. Par exemple, l'indigo a été classé comme très allergisant en 2013, mais il est actuellement en cours de réévaluation. Et le résultat devrait être rendu en juin de cette année. Reste que pour Laurence Wittner, il existe une différence très nette entre coloration chimique et coloration végétale. Dans une coloration chimique permanente, on va à peu près trouver systématiquement au moins une ou plusieurs substances qui ont un potentiel toxique pour la santé humaine. Donc soit qui sont cancérigènes, soit qui sont mutagènes, soit qui sont perturbateurs endocriniens. Ces substances-là, on n'a aucune chance de les trouver dans une coloration végétale, une vraie coloration naturelle, labellisée, et dont on est sûr qu'il n'y a pas de greenwashing sur l'étiquette, mais qu'elle est réellement naturelle. La synthèse est faite et si vous voulez retrouver le décryptage de tous ces produits, c'est facile, un seul clic sur le site internet d'À Bon Entendeur. Marion, ce soir, le but, c'est pas de dire bannissons toutes ces colorations chimiques, mais il y a des conseils utiles et absolument indispensables à rappeler. Oui, alors déjà, il faut savoir qu'une coloration capillaire, c'est un cosmétique. Donc normalement, c'est censé ne pas nuire à la santé. On voit que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et heureusement, l'Europe a décidé depuis 2003 de faire un peu le ménage dans tous ces ingrédients. Elle a demandé au comité scientifique pour la sécurité du consommateur de revoir tous les ingrédients. Il y en a plus de 180 qui ont été bannis parce que soit trop dangereux, soit les industriels ne les trouvaient plus pertinents ou intéressants. Mais il en reste encore quand même, j'ai noté, 13 sensibilisants qui sont classés comme extrêmes et 23 comme forts. Donc la seule manière de faire un petit peu attention, c'est de faire cette touche d'essai qu'on dit. Donc par exemple, là bien où testé, oui. voilà, et il faut laisser 48 heures pour laisser le temps à la peau de réagir parce que parfois l'allergie ne se déclare que 48 heures après. Et surtout, encore une chose, normalement on devrait le refaire à chaque coloration, avant chaque coloration. Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'a jamais eu d'allergie qu'on ne va pas en avoir une la prochaine fois. D'accord, ça c'est énergivore. Alors la position de l'Association suisse des cosmétiques et des détergents, c'est de dire que ne sont proposés que des produits sûrs et sans danger pour la santé. Il faut savoir, et on l'a dit, quand même que le PPD est interdit dans les cosmétiques, mais pas dans les colorations pour cheveux. Et ces colorations chimiques ne sont pas recommandables pour tout le monde, Marion. Oui, et d'ailleurs c'est marqué, ça doit figurer sur l'étiquette, comme quoi c'est interdit, ce n'est pas recommandé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 16 ans. Tout ça parce que, toujours, il y a des ingrédients qui sont soit perturbateurs endocriniens, soit mutagènes, soit cancérogènes. Et on sait bien que on est dans des phases critiques quand on est une femme enceinte ou quand on est un adolescent. Donc, dans ces cas-là, on évite de faire une couleur. On s'abstient. Alors, bien lire les recommandations. Et puis, une dernière chose importante, si vous avez choisi de passer à une coloration naturelle, attention, vous ne pourrez pas revenir à une coloration chimique. Pourquoi ? Parce que les produits ne sont pas forcément compatibles entre eux. Merci Marion et bonne soirée. Parlons de vous maintenant. Faire ou ne pas faire soi-même sa déclaration d'impôt, telle est la question que vous vous posez peut-être. En tout cas, une téléspectatrice d'À Bon Entendeur a choisi l'an passé de déléguer ce pince-homme. Une amie l'oriente vers une société qui fait surtout dans la finance, l'immobilier et l'assurance, Swissquay Management. Une conseillère la contacte. Dominique Vimin vous raconte la suite. La conseillère de Swissquay s'avère aussi sympathique que convaincante. Mélanie et Benjamin avaient peur de se perdre avec leur déclaration d'impôt et voilà qu'on leur offre la solution. C'est moins excitant qu'un voyage en Bretagne à Noël, mais c'est inévitable. Alors, deuxième rendez-vous, elle vient. Je lui transmets tous mes documents demandés dans la checklist. Et puis, à ce moment-là, je lui demande si je dois faire des copies ou si je peux donner les originaux. Et puis, elle me dit que c'est bon pour les originaux parce qu'ils font automatiquement des copies, donc ça me sera rendu sans problème. À partir de là, elle m'explique qu'ils font une analyse financière pour voir la situation, pour voir s'ils peuvent aider pour d'autres domaines, en fait. Alors, quand vous êtes millionnaire, c'était intéressant pour eux, c'est ça ? Terriblement.
Elle m'a proposé un 3e pilier, elle m'a proposé pas mal de choses, mais effectivement, étant donné mes finances merveilleuses, il s'avère que ça ne me sert à rien pour l'instant. Je ne voulais pas me mettre en difficulté financière, donc je lui ai dit qu'en tout cas, pour l'instant, ça ne servait à rien. Mélanie n'a que faire de cette litanie d'assurance en tout genre et autres conseils financiers. Patiente et très zen, elle se replonge très vite dans sa spécialité, les thérapies alternatives. Moi, j'ai fait la même démarche. Bon, après, moi, je suis peut-être un peu plus au courant que Mélanie par rapport à ça. Donc, moi, je me suis pas trop fait avoir par rapport aux assurances parce que j'ai déjà un peu tout ce qu'il faut. Et puis, je me sens bien couvert comme ça. Donc, ils m'ont pas vraiment proposé d'assurance. Après, moi, je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir faire ma déclaration d'impôt pour moins de 50 francs. Ah, moi, j'étais ravie même. J'étais très contente d'avoir pu avoir quelqu'un qui vienne et que ce soit fait. Je me suis dit, génial, cette année, ça sera nickel. C'est là que le grain de sable grippe la belle mécanique mise en place par la société SwissKeys. Quelques mois plus tard, les impôts refont surface dans la vie bien réglée de Mélanie. Fin juillet, j'ai reçu une sommation des impôts où, là, du coup, je me dis, mais c'est pas normal. Donc, j'ai contacté cette conseillère pour lui poser la question, qu'est-ce qui s'était passé, s'ils avaient bien transmis mon dossier. Là, elle me dit qu'elle se renseigne, donc elle a été se renseigner plus loin. Je ne peux pas vous dire à qui. Elle a été se renseigner plus loin et là, elle m'explique par message que le fiduciaire a fait plusieurs boulettes et qu'il a perdu mes documents. Nous sommes allés à Chavornay, une petite ville posée entre Lausanne et Yverdon pour rencontrer Paolo Troilo, un expert fiduciaire. Pour lui, la perte des documents d'un client serait très problématique. C'est quelque chose qui peut arriver. Quand bien même on prend toutes les précautions pour conserver ces documents, peut arriver de l'imprévu, une perte de documentation, c'est des choses qui peuvent arriver dans la profession. Maintenant, c'est embêtant, mais généralement, ces documents peuvent être redemandés. J'ai pu récupérer, en courant un peu dans tous les sens, des papiers officiels qui pouvaient justement m'aider pour faire des réductions aux impôts. Il a fallu tout reprendre à zéro. Mélanie remet les duplicata de ses documents à sa conseillère. À son retour de vacances, un courrier de l'administration fiscale signale qu'ils n'ont toujours pas reçu sa déclaration d'impôt. Quand je suis revenue, j'ai eu la taxation d'office en fait, des impôts. Et là, j'ai dit stop, maintenant j'arrête tout. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette société, je vais me débrouiller moi en fait. C'est là où j'ai pris contact avec les impôts, je leur ai expliqué la situation. Et ils m'ont dit que je pouvais faire recours, etc. Mais c'est là aussi où j'ai vu que cette société n'avait pas fait le nécessaire d'avertir les impôts par rapport à leur bourde. En Suisse, le terme fiduciaire ou conseiller fiscal n'est pas un terme professionnel protégé. Contrairement à quelques pays qui nous entourent, qui reconnaissent ces termes-là. Tout un chacun qui sait remplir une déclaration d'impôt peut proposer ses services au public. C'est là que le professionnel va faire la différence avec l'amateur qui se prend pour un conseiller fiscal. L'obligation du mandataire sera de démontrer qu'il a pris toutes les dispositions pour conserver ces documents à l'abri de pertes ou de dégradations. Mais je ne me suis pas affolée à ce moment-là parce que pour moi, ça peut arriver. Ces choses-là, ça peut arriver. On est humain, on peut perdre des dossiers, on peut perdre des documents. Donc à ce moment-là, j'étais encore calme et sereine dans cette histoire. Je me suis dit que c'était 50 francs de sommation. Avec la sommation, donc OK, il faut bouger. Notre contribuable reçoit un dernier coup de massue pour bien lui mettre la tête sous l'eau. Déjà, la première chose, quand j'ai reçu la taxation d'office, j'ai vu que je recevais une amende de 720 francs en plus, parce que je n'avais pas répondu à la sommation tout de suite. Dans ma compréhension et dans les messages reçus par cette conseillère, il devait envoyer un courrier aux impôts expliquant la situation et faire en sorte que justement, je n'aie pas cette amende. Ils l'ont fait ? Ben non, ils ne l'ont pas fait. Non. Et c'est justement en téléphonant aux impôts que j'ai pu m'apercevoir que non, ils n'avaient pas fait. Pour un expert fiduciaire, perdre tous les documents d'un client, c'est évidemment une faute professionnelle. C'est gênant, c'est grave. On va être embêté, naturellement, notre réputation va en subir les conséquences. Si c'est un événement
on peut dire qu'il est excusable. C'est jamais excusable vis-à-vis du client directement, mais statistiquement, lorsqu'on traite 1 millier de déclarations d'impôts, si 1 sur 1000 échoue, on va dire c'est une marge acceptable, statistiquement. Mélanie n'a toujours pas eu d'explication sur la disparition de ses documents fiscaux. Alors elle écrit un courriel, pas de réponse. Elle se fend d'une lettre recommandée, toujours pas de réponse. J'ai demandé une contrepartie, déjà l'amende, le paiement de l'amende. J'ai demandé également une contrepartie au niveau des heures prises pour récupérer les documents, pour courir, pour aller chercher des informations. Voilà. Et puis à la base, je demandais des excuses. C'était déjà juste des excuses. Parce que finalement, du départ, du moment où j'ai découvert, c'est moi qui ai découvert. Et eux, jamais ils ont pris 5 minutes même pour me téléphoner, pour m'expliquer la situation. C'est un lunaire. Quant à Benjamin, tout s'est bien passé pour lui avec SwissKeys. Mission accomplie pour 49 francs seulement. Mais il nous faut un ultime rebondissement dans cette histoire. Il y a juste au moment où j'ai reçu ma déclaration en retour pour que je la signe et puis que je la transmette aux impôts, où j'ai reçu des documents qui étaient pour quelqu'un d'autre. Donc il y avait sa facture pour sa déclaration d'impôt et puis sa fiche personnelle où elle avait la checklist, où elle devait mettre ses kilomètres, son loyer, diverses informations personnelles. Nous avons contacté la société SwissKeys Management pour avoir des explications. On nous a finalement répondu par courriel que nous réfutons entièrement les accusations de madame. Dès lors, nous ne désirons pas débattre plus sur le sujet. Le même jour, Mélanie reçoit enfin une lettre recommandée en réponse à son recommandé, lettre qui dit... Qui me dit qu'en gros, toutes les affirmations que j'ai mises dans mon courrier est refusé. Tout est refusé, il ne rentre pas en matière. C'est tout? En fait, dans leur courrier, ils stipulent vraiment ma responsabilité au niveau des impôts, au niveau des documents. À aucun moment, ils me parlent qu'ils ont perdu ou non les documents. Ça, on n'en sait rien finalement. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils sont d'accord, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils refusent ce que je leur ai mis dans ma lettre, ils sont d'accord de me payer cette facture. Elle est sidérée. SwissKeys Management affirme qu'elle a tout faux, mais promet de payer l'amende de 720 francs ainsi que les 50 francs de la sommation, soit 770 francs. C'est pas une forme d'aveu, ça? Finalement, les 770 francs ont bien été remboursés à Mélanie, comme promis dans le courrier de SwissKeys Management, qui n'a reconnu aucune erreur, mais qui paye l'amende. De notre côté, il a fallu, comme pour Mélanie, beaucoup insister, téléphoner, écrire plusieurs fois à SwissKeys pour obtenir une réponse, la même d'ailleurs que celle que Mélanie a reçue en dernier lieu. Probablement qu'il s'agit plus pour cette société de vendre des assurances que de faire un travail de fiduciaire. Pouvoir commander des produits, des objets, des services 24 heures sur 24, n'importe où sur la planète avec un choix fou, c'est le charme du e-commerce, de la vente en ligne. Plus besoin de se déplacer, tout vient à vous. C'est pas tout à fait comme ça que Laëla Rely, blogueuse passionnée d'écologie, voit les choses. C'est quoi encore le problème avec la vente en ligne ? Ah, la magie d'Internet. Du voyage à Bali au moufle pour chat en passant par l'extracteur de comédon hydraulique, tout s'achète en quelques clics de l'indispensable au gadget le plus improbable. Mais nos achats en ligne ont un impact écologique considérable et ce n'est pas près de s'arranger avec l'arrivée d'Amazon sur le marché suisse. Entre suremballage, pollution, émissions de CO2, obsolescence programmée et mode prêt à jeter, le e-commerce coche toutes les cases du bingo climaticide. Tu diabolises pas un peu là ? Prenons l'exemple de Zalando. Rien qu'en 2017, le géant allemand a expédié pas moins de 9,5 millions de colis en Suisse. Et comme chez Zalando, les retours sont gratuits, environ 60% de la marchandise est renvoyée à l'expéditeur. Une politique visant à déclencher l'achat encore plus facilement chez le consommateur, parce qu'au pire, on peut toujours envoyer si ça va pas.
L'un dans l'autre, ce sont plus de 40 000 paquets Zalando qui se baladent chaque jour dans le pays, principalement en camion. Ce à quoi on ajoutera le trafic colossal généré par les nombreux sites marchands et divers revendeurs de bidules dont on n'a fondamentalement pas besoin, comme cette 12e paire de baskets ou ce toaster qui imprime tes selfies sur du pain de mie. Tu l'auras compris, ce qui coûte le plus à la planète, c'est la surconsommation dans son ensemble, la pollution et le gaspillage de ressources qu'elle engendre. Du coup, faut arrêter d'acheter sur Internet pour sauver la planète? Oui et non, parfois le problème est aussi la solution. En plus du désastre écologique, le e-commerce assassine gentiment mais sûrement les boutiques indépendantes et petits producteurs qui pagaient déjà suffisamment face à la grande distribution. Ainsi, de plus en plus d'artisans utilisent la vente en ligne pour subsister et il est important de les soutenir. Acheter sur Internet peut aussi être un acte citoyen à la condition de penser durable et local. En gros, si tu tiens vraiment à acheter des moufles pour ton chat, préfère une version tricotée dans les Alpes vaudoises plutôt que celle vendue sur Alibaba. Une critique très claire du commerce électronique qui donne matière à discussion, évidemment, que j'ouvre avec vous. Damien Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Havas Suisse. Alors, vous accompagnez, vous pilotez de nombreux projets digitaux dans le cadre de cette très grosse agence publicitaire. Arrêtons-nous d'abord sur l'aspect écologique. Le commerce électronique, c'est trop de transport, trop d'emballage, une incitation à surconsommer. Quelle est votre réponse à vous ? Alors, il y a plusieurs thématiques abordées dans votre question. Sur la partie environnementale, on a encore très peu de métriques qui permettent de définir si le e-commerce a plus d'impact carbone que le commerce de manière traditionnelle. Maintenant, dans le e-commerce, il y a aussi tout ce qui va être transactions dématérialisées, tout ce qui va être film, vidéo, musique, qui rentre dans cette grande famille et qui, elle, est relativement beaucoup moins impactante que les milliers de colis qu'on peut recevoir de manière mais justement, unitaire. ces milliers de colis, ils arrivent paquet par paquet chez des destinataires, alors qu'une boutique commande des palettes. Ça veut dire qu'on remplit de plus en plus de camions qui vont remplir de plus en plus les routes. Là, c'est un fait quand même. Alors, oui, mais globalement, le commerçant se fait aussi livrer. Mais c'est vrai que le fait de démultiplier la logistique, ça semble être un problème. Après, par la suite, il y a des nouvelles méthodes qui permettent de, pourquoi pas, livrer avec des petits robots, et Amazon a expérimenté ça aussi dans d'autres pays pour pouvoir diminuer l'impact l'impact carbone. Après, on a vu Zalando. Zalando, c'est un ovni dans ce panorama des e-commerçants. Peu peuvent se permettre d'envoyer gratuitement autant de colis avec des retours gratuits. Donc énormément de trafic, là. Énormément, du coup, de trafic, et peut-être les plus polluants. Ouais, polluants. Alors, si on s'arrête maintenant sur le deuxième aspect, c'est-à-dire l'aspect économique, à entendre la Laroli, et elle n'est pas la seule à le dire, le commerce électronique tue lentement mais sûrement les petits commerçants, les boutiques. Et là aussi, quelle est votre réponse ? C'est une mutation du marché et de l'économie, comme il y a eu cette mutation à l'époque avec les centres commerciaux et les commerçants qui vendaient des produits frais. Le numérique, oui, crée une nouvelle économie digitale au détriment des commerçants classiques. C'est cette bascule qu'on remarque dans toute transformation, et notamment dans la transformation numérique. Une fatalité, il va falloir faire avec, c'est ça, vous dites ? Non, on va pouvoir aussi découvrir des commerçants qui innovent, comme des boutiques de garde-robe sur Genève notamment, qui permettent de louer des vêtements de haute couture ou tout type de vêtements, et puis de les ramener en magasin pour qu'ils soient reloués, plutôt que de l'acheter, de le servir 2-3 fois et de le donner ou de le jeter. Donc ça, c'est de l'innovation. Et puis il y a d'autres boutiques qui aussi commencent à innover dans le conseil, notamment les boutiques Salomon, qui permettent de pouvoir scanner un pied et puis après imprimer une chaussure à sa taille. Et vous comprenez que l'arrivée potentielle, on l'attend, d'Amazon en Suisse fait peur à beaucoup de monde. Elle fait peur parce que c'est un monstre, mais c'est presque l'unique monstre dans l'écosystème des e-commerçants. Mais les commerçants et les e-commerçants suisses ont une vraie carte à jouer. C'est pas un pays simple à aborder. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'Amazon met du temps à arriver en Suisse. Il y a cette problématique de culture qui est importante, de langue, de devise, et de plus en plus de consommateurs veulent acheter local et patriote. Et donc, du coup, même un site en ligne suisse va plus rassurer qu'un site européen Et il y a des sites d'ailleurs suisses qui regroupent des artisans. C'est là où on peut être local et patriote, comme vous dites. Oui, exactement. D'accord. Merci pour vos explications et votre point de vue. Très bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.
veloutée, crémeuse, devenue au fil du temps le symbole de l'identité suisse, c'est la fondue, enfin les fondues. Parce que la tradition supporte maintenant des écarts excentriques. Histoire et modernité, les deux faces d'un mets qui se concocte dans un caclon. Et justement, à bon entendeur, vous emmènera dans les derniers ateliers et usines qui fabriquent en Suisse cette casserole plutôt costaude. Enfin, cerise sur la fondue, comme vous avez le choix et l'embarras du choix, dans les mélanges proposés en commerce, à bon entendeur vous offrira les résultats d'une dégustation très contrastée. Dans la fondue, rien n'est défendu. C'est mardi prochain, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.